Bonjour, bonjour. Je connais déjà pas mal d'entre vous, je vois. Merci d'être là. Donc l'idée, c'est effectivement d'aborder un sujet qui bien sûr, dans nos domaines d'expertise chez Asceptimed en tant que laboratoire fournisseur de dispositifs de perfusion depuis de longue date, notamment les diffuseurs portables. Vous nous connaissez bien à travers tout cela. C'est ce qui nous a amené à ce sujet aujourd'hui, à travers une perfusion qui n'est pas anodine et qui n'est pas si simple que ça à aborder, notamment dans l'environnement du domicile. Et en fait, cette problématique de perfusion de l'amoxicilline, puisque c'est un antibiotique dont nous parlons, a rencontré un de nos nouveaux dispositifs qui est rentré dans la gamme en 2019. Le Covid est passé par là, donc il y a eu 2 années un petit peu compliquées, effectivement, pour venir vous le présenter et communiquer dessus. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour reprendre un petit peu le relais de cette information qui a été construite avec, vous allez le voir, avec un établissement, un CHU de France qui a effectivement rencontré ce dispositif sur un de nos stands et qui s'en est saisi pour, avec les caractéristiques techniques que je vais vous évoquer tout à l'heure, le challenger face à cette perfusion donc d'amoxicilline à domicile. Donc la thématique va s'orienter sur ces quatre axes-là. On va d'abord parler d'une des indications que cible l'amoxicilline, celle du traitement des endocardites infectieuses. Et puis, on va revenir bien sûr sur ce qui découle des recommandations, des données scientifiques que l'on a aujourd'hui, qui induisent des contraintes, des obligations pour réaliser la préparation de ce produit-là, et puis des contraintes d'organisation dans la prise en charge des patients, notamment lorsqu'ils sont traités à domicile, si c'est envisagé par les prescripteurs. Le dispositif, je vous le présenterai dans le cadre de l'étude dont il a fait l'objet au CHU de Poitiers, et puis bien sûr plus techniquement, un peu plus dans le détail à la fin, pour vous montrer ce que c'est que cette innovation que nous avons rentrée dans notre offre, dans notre portefeuille, à côté de diffuseurs que nous promotionnions déjà avant, et voir sa contribution au traitement en question. Donc, on va avoir une trentaine de minutes presque de monologue pour ma partie, et puis à la fin des questions qui vous viendraient. Vous n'hésitez pas à les écrire. Mes collègues vont les noter au fur et à mesure et nous reviendrons dessus à la fin, si vous le voulez bien, pour dérouler déjà toute l'information qu'on vous transmette et répondre à vos questionnements. Oui, j'entends un micro qui s'active. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Allons-y, donc on va rentrer dans ce traitement antibiotique dans le cadre de cette étude de cas finalement, qui est celle de l'indication de l'amoxicilline pour différents types de traitements. Vous les connaissez comme nous. C'est un tableau ici que j'ai extrait évidemment de la base de données des médicaments officiels, donc RCP de ce médicament qui rappelle les indications principales. Et on tombe effectivement rapidement sur des notions de durée de perfusion maximum, de dose maximum, sur lesquelles on va revenir tout à l'heure, et qui crée globalement effectivement des limites, en tout cas des contraintes dans la prise en charge de ces préparations médicamenteuses et leur administration, et derrière effectivement l'organisation des soins qui va en découler. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, déjà, sur laquelle on va revenir. Et en fait, le but de cette présentation, c'est aussi de faire une petite synthèse de qu'est-ce qui était disponible comme information scientifique, dont découlaient les recommandations en question. Voilà, donc on sait qu'il faut d'abord déjà diluer dans du sérum physiologique plus que dans du glucose, l'amoxicilline, parce que c'est beaucoup plus stable dans du sérum physiologique. Ça, c'est la première donnée. Ensuite, si on revient sur l'indication qui a été un petit peu l'objectif du CHU de Poitiers lorsqu'il a commandité cette étude, c'est effectivement le traitement des endocardites infectieuses, traitement qui va toucher une population plutôt dans des âges de 60 à 80 ans, d'après ce graphique qui montre la courbe des patients concernés. On voit sur ce graphique à droite la bactériologie, effectivement, qui vient justifier ce traitement-là. On va être face à des streptocoques pour la plupart, mais pas seulement. Et l'amoxicilline est envisagée pour le traitement sur une durée de 4 à 6 semaines de perfusion, avec ces fameuses doses dont on va voir un petit peu le détail et la raison d'être. Le protocole, si on les reprend effectivement pour ces endocardites infectieuses, très vite on voit effectivement
une sorte de difficulté de prise en charge à domicile, dans la mesure où, en tout cas, c'est le retour que nous ont fait les médecins, les prescripteurs, quand on a abordé ce sujet-là avec le CHU. Et sans doute que dans votre vécu quotidien, vous avez ces problématiques à gérer. C'est lié à l'instabilité de l'amoxicilline. Les recommandations d'aujourd'hui limitaient sa perfusion sur 6 heures, ce qui induisait un fractionnement journalier, bien sûr, de son administration pour préparer à chaque fois une dose nouvelle et repartir sur une amoxicilline, je dirais, neuve pour une durée de 6 heures maximum, avec ces injections répétées et des doses recommandées pour une durée pouvant aller de 4 à 6 semaines selon le type de valve infectée en question chez le patient. Donc ça, c'est des recommandations que vous trouverez. À chaque fois, vous verrez dans mes slides des renvois ou les sources sur lesquelles se basent ces rappels de données scientifiques. Donc là, c'est le CEPIAS qui est illustré ici, qui illustre parmi d'autres des sociétés savantes qui se sont positionnées sur ce protocole-là d'antibiotiques amoxicilline sur valve donc infectée. Donc, on va se rentrer un petit peu plus dans le détail dans ce qu'il y a derrière ces recommandations. Finalement, ce sont des données scientifiques. Nous, notre travail, à côté des dispositifs que nous fournissons, c'est effectivement d'étayer le plus possible, à travers notamment les stabilités médicamenteuses, l'information scientifique qui vous permet et qui nous permet de réaliser les perfusions en assurant la sécurité des patients. Concernant l'amoxicilline, effectivement, encore une fois, cette sécurité est très étroitement liée à un phénomène de dégradation de cette molécule, avec un lien très fort entre la concentration à laquelle on l'envisage, la température à laquelle on le stocke ou l'administre, et la durée de perfusion. Donc, on va suivre un petit peu le cheminement qu'a eu le CHU de Poitiers notamment, et que d'autres clients que nous avons approchés depuis ont bien évidemment compris ou avaient en tête. C'est cette notion déjà de départ que l'amoxicilline est instable. Pourquoi? Parce qu'elle est thermosensible. Donc, on verra tout à l'heure les courbes sur lesquelles vous pourrez rebondir également, qui vous montrent scientifiquement ce dont on parle. Et puis, une dégradation aussi, concentration dépendante. On verra que la littérature a très clairement montré que plus on concentre l'amoxicilline, plus la dose est concentrée dans un petit volume, plus elle se dégrade rapidement. Donc, c'est de là que partait finalement l'équipe du CHU de Poitiers avec une donnée qui existait aujourd'hui, l'une des meilleures, qui était jusqu'à 2019. C'est une étude qui montrait qu'on pouvait faire de la perfusion en diffuseur élastomérique, avec une stabilité acceptable à 12 heures et par contre dans des conditions effectivement précises de dose, c'était 25 mg par ml, et de température à 25 degrés maximum. Cette donnée-là, pour vous donner un petit peu le détail, elle est exprimée à travers cette étude dont vous avez ici le titre en anglais, que vous pouvez trouver sur la base de données Stabilis, hein, qui vous le savez, est une base de données nationale de l'association de pharmaciens qui recense justement ces informations scientifiques qui permettent d'influencer les recommandations. Je peux montrer cette étude. Elle montrait, je vous en fais juste une extraction pour vous la décrypter, une influence, on le disait, donc, de cette concentration sur l'instabilité de l'amoxicilline. Vous voyez ici sur cette courbe qui atteste cela, que la dégradation acceptable maximum qui fait qu'un produit est acceptable sur une durée de perfusion, c'est effectivement le fait qu'on puisse ne pas descendre en dessous de 90% de la dose initiale. Ici, vous avez ici le 100%, et les études de mesure quantitative de l'évolution de la dose dans le temps et dans son contenant visent à s'assurer qu'on ne descend pas en dessous de 90% de la dose initiale. Et donc, cette courbe-là a réalisé cette évolution, enfin mesurer cette évolution à différentes concentrations. Et vous voyez qu'il faut ne pas dépasser 25 mg par ml pour l'amoxicilline pour être sur 12 heures, qui est la cible idéale finalement pour l'organisation du soin à domicile, de perfusion. Au-delà de au-dessus de cette dose, de cette concentration pour un volume donné, vous voyez qu'on a une dégradation qui s'accélère très très vite et qui fait descendre la dose de médicaments dans un premier temps. Donc ça, c'est la première donnée dont partaient les équipes. Et puis ensuite, on a dit que la température
était un facteur important dans l'instabilité médicamenteuse. C'est donc cette autre courbe qui le montrait. J'ai un micro d'intervenant qui s'est activé. Si vous pouvez le désactiver, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, cette courbe-là montre en complément l'influence de la température. Vous voyez que plus la température s'élève, plus la dégradation aussi va s'accélérer. Donc, compte tenu de ces deux premiers éléments, pour une dose donnée, effectivement, l'importance de la dilution et du respect d'une température. Sinon, on est effectivement dans une dégradation trop importante qui va induire une perte de dose trop importante au-delà de 10% de la dose initiale. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, éteindre vos micros? Je vous remercie. Alors, quand on dit que l'amoxicilline se dégrade, en quoi il se dégrade et qu'est-ce que ça a finalement comme importance? Eh bien, il faut savoir que ça a été mesuré là aussi. Vous retrouvez ces informations toujours dans cette littérature qui est très très complète. Je vous invite à la lire attentivement. D'ailleurs, elle avait été réalisée au départ par aussi l'équipe du CHU de Poitiers, qui, au sein de l'INSERM, avait activement essayé de faire le tour de cette problématique de l'amoxicilline. Et vous voyez que les produits de dégradation qu'on observe sur ces courbes-là, en fait, ce sont ces petits pics qui sont détectés à côté ou après que l'amoxicilline était complètement dégradée. Et vous voyez que l'amoxicilline qui est ici, en termes de pics dans cette méthodologie d'analyse, on peut trouver des pics à côté qui sont ces fameux produits de dégradation de l'amoxicilline qui sont en fait finalement des sous-composants. L'oxydation des antibiotiques induit cette production de sous-produits qui ont des effets, pas forcément tous très bien étudiés, mais il y a de fortes suspicions, effectivement, notamment sur le diketo, qui est, vous voyez, le diketopiperazine ici, est suspecté effectivement pour celui-ci d'avoir des effets de toxicité sur une administration répétée, et l'AMA aussi, avec des effets allergènes. Donc, ce n'est pas anodin, effectivement. Donc, il faut faire attention à la présence de ça, notamment si on est sur des administrations d'antibiotiques, et là, c'est l'amoxicilline de façon répétée sur une longue durée, 6 semaines pour certains cas, voire plus, si le traitement n'a pas encore pu obtenir son efficacité. Donc, tout ça a convergé pendant longtemps, enfin, en tout cas jusqu'à ces dernières années, vers ces recommandations qui donnaient effectivement un fractionnement de la perfusion sur 8 heures et à 25 degrés, toujours ce couple température qui est rappelé. Ça, vous le retrouvez dans aussi cette revue des données qui est disponible aussi sur Stabilis et qui vous permet de retrouver cet historique des recommandations jusqu'à maintenant. Beaucoup d'entre vous, peut-être, le pratiquaient déjà, mais avec cette limite de respecter 25 degrés. Et c'est finalement cette limite-là qu'est partie l'équipe de Poitiers pour dire, mais finalement, 25 degrés, c'est très bien, sauf qu'à domicile, on ne peut pas garantir que ces 25 degrés sont respectés. Donc, en tant que scientifiques, ils se sont dit, mais ça, c'est un problème parce qu'ils avaient connaissance d'autres données que je vous montre ici, qui attestaient que dans les conditions de perfusion à domicile, la température, et là, ce sont dans des diffuseurs portables, très largement utilisé pour l'administration d'antibiotiques à domicile, on avait des températures qui pouvaient avoisiner et même dépasser les 30 degrés. Là, c'est une courbe qui a été obtenue en mettant les sondes de température dans les dispositifs et qui mesurait l'évolution de la température pour des patients qui portaient soit le dispositif près du corps la nuit, soit qu'ils le posaient à distance de leur corps la nuit. On voit ici, on peut, dans la partie nocturne, allègrement dépasser ces températures-là. Et pas que d'ailleurs dans les conditions nocturnes, puisque ça peut être aussi aujourd'hui avec des expositions à des températures élevées, notamment l'été, etc. Donc cette température de 25 degrés paraissait pour l'équipe très compliquée à garantir dans le contexte du domicile. Sachant tout cela, sachant que jusqu'à 2019, il n'avait pas
trouvé d'études qui attestaient de cette sécurité à des températures au-delà de 25, donc tutoyant les 30 degrés. Ils se sont dit, dans leur quête du Graal, qu'est-ce qui peut effectivement répondre à cette problématique-là. C'est là où d'ailleurs ils nous ont rencontrés sur un congrès et qu'ils ont découvert ce dispositif nouveau. Et leur idée a été finalement de dire, ce diffuseur-là, qui s'appelle le diffuseur ANAPA, il propose une technologie nouvelle, un type de réservoir nouveau pour le médicament. Vous allez le voir, on n'est plus sur de l'élastomérique, on est sur un réservoir plutôt type seringue autopulsée. Donc on a un contenant qui est déjà très différent. Leur postulat était de dire peut-être on aura des résultats de stabilité différentes. Et c'est ce qu'ils ont voulu challenger à travers leur étude. Donc l'étude, vous la trouverez disponible encore une fois sur Stabilis. Et donc voilà le dispositif en question. Vous voyez que c'est un corps de réservoir, je vous le disais, assez assimilable quand on l'a en main à une sorte de seringue avec un piston et des connectiques pour réaliser le remplissage et la connexion au patient. L'étude, le résultat, en fait, a été présenté à différentes occasions par l'équipe du CHU de Poitiers, le GERPAC, un congrès français et un congrès aux États-Unis. Donc, vous avez à droite la version anglaise, et française, pardon, et à gauche la version anglaise. On va la détailler sur les slides d'après, ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas la lire, ce n'est pas très grave, on va regarder ce qu'elle contient. C'est donc le poster de synthèse. Donc, ils ont, dans leur introduction, bien évidemment, rappelé tout ce qu'on vient de voir, à la fois l'importance pour l'amoxicilline, pour la prise en charge des endocardites, d'une dose importante à administrer, l'importance d'une perfusion en continu, le rappel de la pharmacocinétique de l'amoxicilline, son efficacité durée dépendante, et puis, à partir de là, l'envie effectivement, de tester ce produit en prenant en compte l'importance de le diluer dans un volume suffisant. Et il se trouve que dans la gamme du diffuseur ANAPA, nous avons un diffuseur en 250 ml qui leur paraissait très intéressant. Et c'est surtout intéressant parce que ça leur permettait de cibler avec un paramétrage de ce diffuseur qui existe à 20 ml/h, avec un remplissage de 240 ml, une durée de 12 heures de perfusion. Donc c'est ça qui fait l'objet de l'étude qui suit. Ils ont réalisé donc un protocole en échangeant avec nous sur les conditions qui se rapprochent le plus des conditions justement du domicile, avec ce fameux diffuseur rempli à 240 ml, une dose de 6 grammes pour un ciblage de 12 heures de perfusion, et donc cette fameuse température à 32 degrés qui a permis de répondre justement, de pousser le bouchon plus loin que ce qui existait jusqu'à maintenant en termes de conditions de test, et de voir ce que cela donnait. Donc voilà, dans le poster, les courbes qu'ils ont reprises, il y en a d'autres dans l'étude, mais celles-ci sont représentatives des deux résultats qu'ils recherchaient. Déjà à gauche, vous avez l'évolution de la dose d'amoxicilline initiale, avec en haut, entre les deux barres, donc moins 10%, donc 90% maximum de dégradation. Ils avaient une barre au-dessus sur la stabilité du produit, mais vous voyez que à 12 heures, qui était ici, je ne sais pas si vous le voyez bien sur votre écran, la durée ici est inscrite sur le bas de la courbe, vous avez une dose qui est restée supérieure à 90% de la dose initiale. Et ils ont voulu également tester la précision de ce dispositif. Vous allez voir qu'il offre une technologie nouvelle. Et ils ont été également surpris, on le savait nous, mais eux ne le savaient pas, par la précision de ce dispositif qui, dans cette étude-là, a montré 0,6% d'imprécision, ce qui est un très beau score pour un diffuseur portable, puisque sa technologie, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas élastomérique, il offre une précision plus importante au niveau de la qualité du débit. Voilà. Donc, leur conclusion, vous voyez, on va aller très vite sur ce qu'ils ont, à l'issue de cette étude, conclu, que le dispositif leur paraissait adapté parce que l'amoxicilline testé dans ce matériel-là, dans ce dispositif médical, offrait une bonne stabilité et permettait, dans des conditions proches de la condition du domicile, pardon, de faire une perfusion en toute sécurité.
Donc cette information-là, effectivement, on voulait vous la partager aujourd'hui. Je le disais, effectivement, elle a été réalisée en 2019. Les 2 années Covid ont un petit peu bloqué la communication là-dessus. C'est l'opportunité de vous présenter à la fois cette étude, ce qu'elle apporte au niveau de la sécurité de la perfusion, en tout cas comme preuve, et puis cette technologie nouvelle. Donc voilà le dispositif un petit peu plus détaillé. Vous avez vous retrouvez ici à droite plutôt des choses communes à la famille des diffuseurs portables, hein. Au sens normatif, c'est un diffuseur portable. Il correspond à la réglementation ISO 28601. Oui, c'est ça. Et avec la présence sur le tube de clans d'un site de remplissage ici. Vous avez une tubulure non PVC avec un volume d'amorçage très, très faible et la partie régulatrice que vous retrouvez ici sur la partie connectique vers le patient. La grande originalité est plutôt du côté du réservoir que vous avez à gauche, avec un corps corps de seringue finalement, avec un piston qui est ici. Le piston, lorsqu'on va remplir sur le site de remplissage qui est ici sur la ligne, va reculer au fur et à mesure où le volume de liquide va le pousser. Le piston va reculer jusqu'à sa position de volume final que vous avez dans la prescription. Et ce qui va produire la poussée de ce diffuseur, ce n'est plus effectivement un ballon élastomérique. Vous savez, dans les élastomériques, c'est la poussée de l'élastomère qui crée la pression et la propulsion. Ici, c'est en fait la production de CO2 qui va se faire par un petit module qui est à la base du dispositif et qui va permettre de produire un CO2 qui va se concentrer derrière le piston et le pousser à vitesse constante. Donc voilà comment se fait la réaction à l'intérieur, comment on produit du CO2 dans le dispositif. Vous avez en fait une pastille de carbonate de sodium qui est au sec à la base du dispositif. À côté, dans un compartiment séparé, vous avez de l'acide citrique. Et lorsque le soignant va avoir rempli le dispositif, il va l'activer. Et cette activation va se faire rencontrer les deux éléments, ce qui va créer une production de CO2, et lequel CO2 va être capté, concentré derrière le piston pour réaliser la propulsion. Voilà un petit peu sur d'autres images, les éléments détaillés sur le dispositif. Voilà, on retrouve notre corps et le piston. L'activation que j'évoquais, en fait, consiste à appuyer fermement sur la base du dispositif. Voilà, il suffit d'avoir une table à une surface rigide. On appuie le dispositif, ça déclenche un clac qui témoigne de l'administration. Et le compartiment à l'intérieur que j'évoquais tout à l'heure va se rompre et faire se marier donc les deux éléments pour produire le CO2. Il y a un deuxième témoin d'activation, pour rentrer un peu dans le détail, qui est une petite pastille qui est à la base du dispositif, qui va virer au rose, qui va donner un deuxième témoin pour le soignant que l'activation a bien été réalisée. Et donc le CO2 va être produit, concentré derrière le piston, disais-je, et c'est ce qui va donc nous créer cette régularité de propulsion, avec une valve régulatrice qui en fait échappe le gaz qui est en surplus pour maintenir la pression à un niveau constant. Voilà, donc in fine, finalement, le mariage de cette problématique de stabilité, cette étude probante réalisée par le CHU de Poitiers de façon très indépendante, hein, et cette technologie nouvelle a permis donc depuis à pas mal de structures de soins à domicile, de pouvoir envisager ce nouvel outil avec l'étude qui va avec pour réaliser la prise en charge de patients avec amoxicilline, notamment dans le cadre des endocardites, avec 2 passages cette fois-ci, donc une simplification de la prise en charge, un passage, un nocturne notamment évité pour les soignants. Moins de DM à utiliser accessoirement pour le remplissage, puisqu'on a moins de diffuseurs à remplir, et tout ce qui va avec en termes de consommables pour réaliser ces remplissages et ces préparations dans des conditions aseptiques. Les infirmiers se trouvent aussi moins mobilisés, moins de déplacements pour aller vers des patients, et la sécurité, tout en assurant la sécurité, bien sûr, de la perfusion à travers ce DM, qui reste un diffuseur portable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglage à faire. Il est fourni, paramétré pour 20 ml/h, pour un volume de 240. Il permet donc 12 heures directement. Le soignant n'a pas de réglage à réaliser. Il fait comme sur tout diffuseur le remplissage. Le dispositif est à usage unique, patient unique.
Il assure intrinsèquement, vous l'avez vu, la sécurité parce qu'il contient sur la tubulure un filtre antiparticules, anti-air. Le patient peut aussi être un petit peu acteur de sa perfusion puisqu'il peut suivre l'évolution de sa perfusion d'heure en heure. Le corps de seringue permet d'avoir une graduation extrêmement précise, aussi plus précise qu'aucun autre diffuseur n'a jamais pu offrir, en millilitres directement, avec une gradation très facile à lire. Et puis, bien sûr, le confort patient est optimisé avec un diffuseur portable, silencieux, autonome, que les patients apprécient pour revenir à domicile et vivre leur vie le plus normalement possible. Tout ça, on l'accompagne du côté de l'infirmier par des supports pédagogiques qui peuvent être des formes papier ou des formes tuto vidéo qui montrent très simplement le remplissage, l'activation et le branchement pour le soignant. Voici un petit QR code, si vous voulez le flasher tout de suite, vous pourrez tout de suite avoir accès à la vidéo pour y revoir juste après notre petit webinaire. Voilà, je vous laisse 2 secondes pour le flasher si vous voulez. De toute façon, vous retrouverez cette présentation qui vous sera relayée par nos délégués commerciaux dans vos régions. Voilà, donc voilà pour l'outil, son association avec l'étude. J'ouvre une petite parenthèse avant de finir cet ensemble d'éléments. Il faut se rappeler que la perfusion en continu, d'ailleurs qui était rappelée, qui était soulignée dans l'étude de Poitiers, est très importante. Elle permet une meilleure efficacité de l'antibiotique, plutôt versus l'administration séquencée discontinue de l'amoxicilline. Pas mal de littérature atteste de cela. Bien sûr, le diffuseur ANAPA va contribuer avec ses 12 heures de perfusion continue à cette dimension. Du côté dosage et concentration, on a vu la dilution avait une importance sur la stabilité médicamenteuse. Il faut éviter évidemment, bien sûr, de surconcentrer pour les raisons d'instabilité, mais aussi parce que la cristallurie, qui est un effet, je dirais, secondaire et indésirable, un événement indésirable lors de la perfusion d'amoxicilline, peut survenir lorsqu'on est tenté de surdoser l'amoxicilline. On a rencontré ça, je vous le souligne, parce qu'on a rencontré ça dans nos discussions en France, certaines équipes qui surdosaient l'amoxicilline pour compenser sa dégradation. C'est un mauvais réflexe. Les pharmaciens nous l'ont confirmé, il ne faut surtout pas faire ça, notamment parce que la cristallurie va en être encore plus potentiellement présente. Donc, il faut aussi bien hydrater son patient pendant cette administration pour réduire le risque de cristallurie. Donc ça, c'est effectivement repris dans pas mal de choses, notamment l'ANSM a fait une recommandation très officielle là-dessus et aussi invite à faire une perfusion lente, continue. Il se trouve que, je vous le souligne, l'ANAPA, avec son paramétrage 240 ml sur 12 heures, donc pour une dose forte à 6 grammes, induit en fait une administration de 0,5 grammes par heure. L'ANSM donnait comme valeur maximum 4 grammes par heure. Donc, vous voyez qu'on est très en dessous avec l'ANAPA. Donc, là, on coche une bonne case à nouveau. Voilà. Et n'oubliez pas qu'avec ce diffuseur-là, 2 fois 240 ml sur 24 heures, c'est déjà un apport hydrique quasiment de 280 millilitres de sérum physiologique qui est apporté au patient, ce qui accessoirement peut aussi complémenter une hydratation que vous pourriez envisager en sous-cut ou en IV à côté de l'administration d'amoxicilline. Voilà, donc pour se finir, on peut se donner finalement comme image de cette démarche scientifique autour d'un dispositif médical, comme celle d'un cercle vertueux de la sécurité. C'est notre objectif à tous par rapport aux patients, que nous pouvons être tous un jour. Et évidemment, la prévention de la toxicité, déjà de l'antibiotique, de ces produits de dégradation, on l'a vu, des risques associés. L'amoxicilline, c'est celui aussi de la cristallurie. Tout ça renvoie dans ce cercle vertueux à la dose qui est administrée, l'étude de stabilité qu'on vous a montré tout à l'heure, qui prend en compte la température et la dose dans sa dilution. Tout ça doit converger aussi vers l'efficacité du traitement. Là, c'est aussi l'élément de la continuité de la perfusion d'amoxicilline, dont l'efficacité étant durée dépendante, et plus efficace aussi et plus sûre à administration lente.
dans un contexte de domicile. Vous avez des contraintes aussi organisationnelles à prendre en compte qui sont très importantes pour la viabilité du soin, pour l'organisation de votre structure, voire pour effectivement la prise en charge, permettre la prise en charge de patients qui seraient éventuellement sinon restés à l'hôpital pour les prendre à domicile, et donc apporter ce confort patient, apporter cette facilitation de l'organisation de soins pour les soignants. Donc, c'est ce que nous avons toujours en tête. J'espère que c'est votre philosophie, certainement, si vous êtes là aujourd'hui, pour travailler dans des conditions les plus sécures, pour administrer et choisir le mode de perfusion le plus adapté à domicile. Dans le cadre de cette amoxicilline, en tout cas, voilà, l'étude réalisée par le CHU de Poitiers induit effectivement un couple entre études étayant la sécurité et l'outil, qui est la NAPA, sur cette référence en 240 ml, 12 heures à nouveau, et la littérature qui est à votre disposition. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Vous avez certainement été attentif. Je ne vous vois pas et je ne vous entends pas, mais vous avez certainement posé des questions. Je laisse mes collègues Luc, évoquer les questions peut-être. oui, Luc, je vais tout de suite intervenir. Donc, on a Madame Dubois, pharmacien pour 3G Santé, qui demande si on peut considérer que les données de stabilité, compatibilité d'autres molécules administrées en seringue peuvent être extrapolables pour la NAPA. Je ne le ferai pas, en tout cas, parce que d'autres molécules, chaque cas est un peu particulier. C'est bien pour cela qu'on nous demande, à nous, fabricants et distributeurs experts, de vous fournir des études par molécule. C'est parce que il y a une interaction contenant-contenu, des comportements pharmacologiques et l'instabilité des molécules intrinsèques qui ne peut, à mon avis, difficilement être extrapolée. Voilà, Madame Dubois, pour votre question. Donc, si vous avez, Julie, pour finir, si vous avez des molécules qui vous intéresseraient de challenger dans ce dispositif-là, faites-en nous part avec grand plaisir. Nous sommes très actifs, vous voyez, dans cette volonté d'apporter les garanties de sécurité et de preuves scientifiques associées à nos dispositifs médicaux. Nous sommes en mesure, ou en tout cas très à votre écoute, pour prendre en compte vos besoins pour demain et prendre des patients en charge avec d'autres molécules qui imposeraient des mêmes contraintes que celles de l'amoxicilline jusqu'à présent. on a une autre question, Luc, de Julie, qui demande si tu peux redonner la concentration max par millilitre. 25 mg par millilitre sur l'amoxicilline. Très bien. Monsieur Julliard nous demande s'il existe des volumes de remplissage et de débit différents. Oui, différent pour toujours cibler 12 heures. Est-ce que c'est ça, Alain, que tu veux évoquer? Oui, c'est ça qu'il souhaite évoquer, effectivement. Alors oui, alors on a aussi des références qui permettent de faire du 12 heures de perfusion avec des volumes moins importants et surtout des débits moins importants en pédiatrie qui, qui peuvent être aussi concernés par l'amoxicilline. On a dans le catalogue ANAPA un diffuseur qui permet à un débit maximum de 10 millilitres heure, je crois que c'est le maximum pour en pédiatrie, de permettre de faire une administration sur 12 heures en respectant la dilution. Donc, si tu veux quelque chose de particulier, ça fera plaisir effectivement de regarder ce qui peut être le plus adapté à ton attente. Luc, nous avons une autre question de Julie. Est-ce qu'il y a une concentration minimum? Alors, la concentration minimum va être, je vous renvoie vers effectivement le prescripteur qui, en fait, on le voit, je crois, dans la première slide, il y a par rapport à l'amoxicilline, selon le traitement et l'infection, une dose à respecter par kilogramme par jour. Ça, je n'ai pas la réponse unique à vous donner. Ça va bien évidemment dépendre du patient, etc., etc., et du profil d'infection. Ça, je vous renvoie vers les infectiologues qui vous donneront une réponse beaucoup plus précise et surtout cas par cas. Important dans la dégradation, en tout cas, si votre question c'est par rapport à la dégradation, plus on dilue, plus on est stable. Ça a été clairement montré, vous l'avez vu, et c'est plutôt une limite supérieure plutôt qu'une limite inférieure, si votre question est relative à l'instabilité du produit. Si vous voulez bien, je vais essayer de vous proposer donc la vidéo.
Excusez-moi, j'ai une question que je vais vous poser à l'oral parce qu'elle est un petit peu difficile à rédiger. Je ne connais pas très bien ces diffuseurs. Oui. Du coup, je me posais la question, si on clampe pour une raison X ou Y sur Mhm. un intervalle de temps qui commence qui s'allonge, Oui. est-ce que du coup il y a une sécurité qui permet justement au gaz de ne pas prendre plus de volume et de continuer à pousser Oui. ou est-ce que Oui. ça continue de pousser jusqu'à, enfin, sans parler d'explosion, mais provoquer au moins Je une comprends, surpression je quoi. comprends, bien sûr. Non, non, alors, non, non, bien sûr. Alors déjà, il y a une chose, c'est que si vous avez le souhait d'interrompre momentanément la perfusion, le fabricant a prévu une production de CO2 très au-delà de la durée nominale. Donc déjà, vous pouvez vous permettre d'arrêter pour observer un effet secondaire ou quoi que ce soit, ou un problème sur le patient. Vous pouvez stopper avec le clamp qui est présent l'administration de façon momentanée. Ensuite, pour la sécurité du dispositif, c'est ce que va d'ailleurs aller montrer la vidéo, et je voulais les montrer un petit peu dans les schémas tout à l'heure. Ce qui réalise la poussée, c'est en fait constante, c'est la concentration du CO2 derrière le piston, mais aussi une valve qui va permettre l'échappement du surplus de CO2 à un niveau qui est paramétré par le fabricant, pas loin d'un bar de pression, et qui va permettre d'avoir une poussée régulière. Et donc, c'est cette valve-là, si vous arrêtez la perfusion, qui va échapper je dirais le surplus de CO2 et va maintenir la pression de toute façon constante, même si vous arrêtez la perfusion en termes d'écoulement. Donc pas de surpression parce que vous aurez arrêté la perfusion. La valve continuera à faire son office d'échappement du CO2 en surplus. Ok, merci. Vous voulez voir le reste de la vidéo, je vous le montre. Je vais couper le son parce que je vais peut-être vous le commenter. Donc, vous avez un descriptif du dispositif. Vous voyez, on trouve nos éléments de tout à l'heure. La procédure de remplissage est très simple. Vous allez bien sûr, comme toute perfusion, vous assurez de la purge d'abord. Elle va être quasi instantanée, spontanée à la première seringue. C'est-à-dire que le petit volume que vous allez administrer va d'abord purger le côté tubulure, le dispositif étant doté d'un filtre hydrophobe du côté patient. Une fois que ça s'est fait, on clampe et le reste de la seringue peut être transféré dans le réservoir du dispositif, et ce avec autant de seringues nécessaires à remplir le diffuseur au volume prescrit. La traçabilité, bien sûr, peut être assurée et doit être assurée en mettant la petite étiquette qui vous est fournie avec les informations ad hoc sur la partie transparente du réservoir. Hein. Justement, on ne la met pas sur la partie qui est à côté de l'évent, à la base du dispositif, il ne faut pas le boucher. L'activation, je le disais, va se faire par l'infirmier ou l'infirmière qui va euh, appuyer sur le bouton à la base, qui va déclencher la réaction entre les deux éléments et produire le CO2. Le petit témoin supplémentaire rose qui apparaît au bout de 2-3 minutes. Enfin, il apparaît tout de suite d'ailleurs, mais il devient franchement rose au bout de 2-3 minutes. Et voilà, une fois que c'est fait, ça, on peut déclamper pardon, son diffuseur, le connecter au patient, que ce soit un type de cathéter, hein, bien sûr, ici, celui-ci pour illustrer. Le patient peut repartir avec le dispositif dans une sacoche à sa ceinture. En tout cas, il est chez lui déjà, normalement. Vous pouvez le faire chez le patient, bien évidemment. Et vivre sa vie. Voilà une petite courbe qui illustre justement comment se passe la production du débit par rapport à la pression, et que c'est la constance, on dira, de la pression qui crée la constance du débit. On voit qu'on produit de la pression au-delà de la durée prévue de perfusion. La déconnexion va se faire comme tout diffuseur, clampé. On n'est pas sur un produit toxique, mais par précaution, on clampe toujours sa ligne. On la déconnecte. Et petit geste, truc, je dirais, pour l'élimination de diffuseur. L'infirmier peut remettre en boucle le connecteur patient sur le site de remplissage qui permet un système clos qui assure d'éviter de mettre du médicament, si ça serait de l'antibiotique, dans la nature. Voilà. Et la nature, bien sûr, c'est pour faire court. Voilà, la vidéo, vous pourrez la retrouver si vous avez flashé le QR code sur votre portable. On est à votre disposition, donc j'espère que ces éléments vous en suffisent. Et s'il fallait revenir sur des éléments, nos équipes terrain et moi-même sommes à votre disposition. Vous rapprochez-vous d'eux, si ce n'est eux qui se rapprocheront de vous. Et merci en tout cas de vous être mobilisés aujourd'hui pour cette petite session, et à très bientôt.
Merci beaucoup, Luc, pour ta présentation. Merci à tous nos invités. Voilà, n'hésitez pas de vous rapprocher donc de vos délégués sur le terrain ou de nous envoyer vos questions par mail si vous souhaitez. On a une deuxième session qui est prévue lundi à 14 h. Voilà, si vous souhaitiez y reparticiper. Merci. Merci, au revoir.